trois nègres. Tribune pour l'émancipation personnelle et collective. Citation pour une meilleure prise de conscience. 1. Émancipe-toi de ton esclavage mental, car personne ne nous en libérera si ce n'est nous-mêmes. Bob Marley. 2. Jusqu'à quand continueront-ils de tuer nos prophètes pendant que nous restons là à regarder? Bob Marley. 3. L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Steve Biko. 4. Lorsque l'homme s'habitue à voir les autres porter les chaînes de l'esclavage, c'est qu'il accepte lui-même un jour de les porter. Abraham Lincoln. 5. Pourquoi l'homme doit-il aimer ses chaînes, fussent-elles en or? Thomas Hobbes. 6. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Thomas Hobbes. 7. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara. 8. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Étienne de la Boétie. Bonjour madame, bonjour messieurs. Je suis très heureux de venir partager avec vous cette tribune intitulée Les Trois Nègres. Le jeudi 26 juillet 2007, le président Sarkozy avait tenu un discours à Dakar en disant que le drame de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas entré dans l'histoire. Cela avait suscité une tollée générale et les deux voix se sont indignées par-ci par-là. Les grands scientifiques, les grands littéraires, tout le monde s'est indigné en disant que le président Sarkozy en avait fait un peu trop, il était parti trop loin, il ne pouvait pas dénigrer l'Africain comme ça. Encore que c'était à Dakar, à quelques encablures, juste à côté de l'île de Gorée, là où l'Africain était déporté en masse, les Africains étaient déportés en masse. Donc Dakar, c'était une ville qui symbolisait l'oppression de l'Occident sur l'Afrique. Dakar symbolisait la ville, donc l'île de Gorée, c'était le symbole de l'expatriation des Africains, l'asservissement de l'Africain, et que ça ne pouvait pas passer ces discours. On a critiqué le président Sarkozy dans tous les sens, mais après tout, il est important de voir, de se demander pourquoi le président Sarkozy s'est-il permis de prononcer ces phrases à Dakar, là où c'était même le symbole de l'esclavage africain. C'est juste que lorsque vous regardez bien, l'Africain est comme ça. Tout le monde peut tenir un discours, même sans peser des mots, parce que l'Africain vit dans un complexe d'infériorité maladif. Lorsque vous essayez de voir les choses sur un autre angle, vous verrez que l'Africain, c'est le dernier de tout le peuple. L'Africain cultive un complexe d'infériorité. Il se sent esclave, il se sent inférieur et il ne se sent jamais supérieur ou égal à l'Européen, à l'Américain, à l'Arabe, à l'Asiatique, même à la peau rouge. Nous avons ces complexes d'infériorité que nous nous croyons toujours. Nous nous considérons esclaves devant tout le monde. Nous considérons que les autres sont plus puissants que nous, les autres sont supérieurs à nous. Et comment est venue cette maladie, ce complexe d'infériorité maladif qui fait que devant tout le monde, l'Africain se sent toujours faible? Cela remonte exactement à ce que le président Sarkozy avait dit que l'Africain n'est pas entré dans l'histoire. Cela remonte à l'île de Gorée. Cela remonte à tous les ports où les négriers accostaient pour embarquer les gens. Cela veut dire que cela remonte à la traite négrière. Voilà pourquoi nous allons ouvrir cette tribune en trois parties. La première partie, nous parlerons de la traite négrière. Nous allons démontrer, nous allons voir quels ont été les ravages causés par la traite des Noirs. La deuxième partie, nous verrons comment est-ce que ces ravages ont suscité la réaction des Africains de façon à ce que ça puisse produire deux grandes tendances entre les nègres, le bon vieux nègre et les nègres marrons, et
que pour essayer de contrer le discours des nègres marrons, pour garder la main, pour essayer de rester toujours maître, le maître blanc a suscité une troisième classe qu'on a appelée les nègres de service, juste pour essayer de brouiller les cartes, juste pour essayer de récupérer la main et de dominer la partie. Dans la troisième partie, nous verrons maintenant qui sont les nègres, les trois nègres modernes à l'heure actuelle. Ainsi, pour commencer, j'aimerais mettre un point, je vais faire des mises au point. La première mise au point, c'est que je ne suis pas raciste et je n'ai aucun intérêt à être raciste. Dans ma vie, sur le plan personnel, j'ai été aidé par beaucoup de Blancs. J'ai été aidé par même des Arabes, tout le monde. Je n'ai aucun problème. Le problème est que le monde est divisé en deux. Lorsque je parle du maître blanc, c'est que dans la réalité, dans les plantations, il y avait un maître blanc qui dominait sur le noir qui était esclave. Mais lorsque nous sortons de ces contextes, nous verrons que le maître blanc se retrouve partout. Il y a des maîtres blancs parmi les noirs, il y a des maîtres blancs parmi les asiatiques, il y a le maître blanc parmi tout le monde. Donc, les dominateurs, qu'ils soient blancs, noirs, asiatiques, arabes, chinois, indiens, peaux-rouges, ce sont des maîtres blancs actuellement. Et tous qui sont écrasés, comme moi, nous, les populations pauvres d'Afrique, on est écrasés par des systèmes qui nous oppriment, qui nous accablent. Les Européens, les syndicalistes, les ouvriers, les gilets jaunes, ceux qui s'indignent, ceux qui occupent le Wall Street, les indicés, ceux qui militent dans le mouvement Indignez-vous, ceux qui sont les altermondialistes, tous, ce sont des nègres. On peut le prendre de ce côté parce qu'ils sont écrasés par des systèmes beaucoup plus puissants. La domination n'a pas de couleur. La domination, c'est juste que le puissant écrase le faible. Et peu importe la couleur de ce faible, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit arabe, il suffit qu'il soit nègre, qu'il soit faible, on l'écrase. Et dans le cas d'espèce, je parle de la race noire qui a été écrasée pendant plusieurs siècles. Voilà pourquoi nous commençons par la traite des Noirs, mais nous finirons par voir la configuration actuelle. Je rappelle que cela, pourquoi nous parlons aussi de la traite des Noirs, la deuxième mise au point, c'est que, comme vous le constatez, la situation de l'Afrique n'a pas évolué. Le dossier de la traite des Noirs n'a jamais été soldé, n'a jamais été vidé. Vous allez voir que c'est le même fond qui demeure, qui persiste, on ne change que de forme. Nous sommes passés de la traite des Noirs, donc de l'esclavage à la colonisation. De la colonisation, on est passé au néocolonialisme. Du néocolonialisme, on est maintenant sous le capitalisme qui nous écrase. Et au lieu de s'améliorer, la situation s'empire. Voilà pourquoi il faut partir de ce postulat pour nous projeter dans l'avenir et voir comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau et qu'est-ce que l'Africain peut faire pour sortir la tête de l'eau. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillons écouter ce passage. L'esclave et le salarié. La différence entre un salarié et un esclave est que le salarié est recruté sur sa propre demande par un employeur qui lui offre les meilleures conditions de prestation avec d'éventuels renforcements des capacités par des recyclages et autres primes de productivité qui le motivent à donner le maximum de lui-même. Puis à la fin du mois, peu importe qu'il soit excellent, moyen ou médiocre, on lui verse tout de même son salaire pour ses services rendus. Par contre, l'esclave, c'est celui qui est capturé contre sa volonté par un maître qui le fait trimer jusqu'à épuisement total. Il n'a droit ni au repos ni à l'échec.
Personne ne lui apprend son métier ni ne renforce ses capacités par une quelconque formation professionnelle, mais on lui dit carrément de se débrouiller pour donner ce qu'on attend de lui. Finalement, lorsqu'il produit des richesses, son maître s'en accapare. Et pour l'en remercier, on le fouette. Prologue d'un ouvrage à paraître de paroles LP Mbengama. Ok, entrons maintenant dans le vif du sujet pour dire que la traite négrière, c'est quelque chose qui nous est arrivé juste par un concours de circonstances. Et généralement, dans le monde, certaines réformes arrivent juste, ce sont des dégâts collatéraux. La Terre, l'évolution du monde se fait souvent par un concours de circonstances. Au départ, ce n'était pas ce qu'on visait, au départ, ce n'était pas ce qu'on cherchait, mais comme par ricochet, on trouve la traite négrière. Dans quel contexte nous sommes arrivés à la traite négrière? Nous sommes au 15e siècle, dans les années 1400 ou 1400. Au 15e siècle, nous vivions la fin du Moyen Âge. Et quel était le contexte mondial à cette époque? Sur le plan mondial, chacun restait cantonné chez lui, dans son continent. Les gens se déplaçaient peu parce qu'il n'y avait pas assez de moyens de transport performants qui puissent permettre aux gens d'aller naviguer, d'aller découvrir le monde. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train à cette époque. Et le seul moyen qui permettait de s'éloigner de son pays, c'était le bateau ou peut-être le dos d'animal, le cheval et consorts. Et comme les connaissances n'étaient pas assez développées, les Européens, les Africains restaient dans leur village ou dans leurs royaumes africains. Ils ne s'aventuraient pas seuls. Askia Mohamed, avec un groupe de ses guerriers, ont voulu aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan et ils ne sont jamais revenus. Mais les autres, les Africains restaient chez eux. Seuls les Européens essayaient de quitter un peu l'Europe. Ils quittaient l'Europe pour des raisons commerciales. Ils commerçaient avec l'Asie. Ils commerçaient avec la Chine dans le marché de la soie et la porcelaine. Et puis, ils s'échangeaient d'autres connaissances. Donc, ils allaient en Chine. Généralement, c'était par voie routière. Ils allaient à cheval. Ils allaient, je ne sais pas moi, à dos d'animal. Et puis, ils commerçaient avec l'Inde. Les Indes, si je parle des Indes, je parle de cette région-là, pas seulement du pays Inde, mais de toute cette région. Là, ils allaient chercher des épices et d'autres produits tropicaux. Et le commerce des épices, de la porcelaine et consorts, c'était un commerce qui rapportait beaucoup en Europe et c'était de moyens vitaux. Mais entre-temps, il faut souligner que le Moyen Âge, dès le début, a été caractérisé par une rivalité atroce entre deux religions. C'était la religion chrétienne. Vous savez, à la fin de l'Empire romain d'Occident, l'Europe avait récupéré l'héritage chrétien de la fin de l'Empire romain. Il y avait en Europe, l'Empire romain d'Occident était fini. Il y avait maintenant la naissance de petits royaumes. Il y avait des royaumes qui ont constitué ce qu'on appelle aujourd'hui des États européens. Le royaume de France, le royaume d'Espagne, le royaume de Germanie, le royaume de ceci, le royaume de cela. C'était des royaumes, mais la grande particularité était que tous ces royaumes étaient des royaumes chrétiens. Ils étaient dirigés par des monarques chrétiens qui étaient au service du pape de Rome. Ils étaient au service de Rome. Et généralement, ces rois, on les appelait des lieutenants de Dieu sur terre. Pourquoi lieutenant de Dieu sur terre? C'était juste de bras séculiers. C'était de bras armés pour faire passer la volonté de l'Église. C'était l'Église qui commandait le monde à travers le roi européen. Et l'hégémonie au Moyen-Âge est passée du maître des États européens, à la tête duquel se trouvait bien entendu la France qui rivalisait avec l'Espagne, surtout à l'époque du Charles Quint. Bon, on n'entre pas dans ces débats parce que ça sera très long. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une autre civilisation qui commençait, qui prenait son essor au début du Moyen-Âge. Vous vous souvenez, à titre d'histoire, en l'an 622, c'était l'ère musulmane, c'était l'Hégire.
et qu'avec le prophète Mahomet, la civilisation musulmane était en plein essor. La dynastie des Omeyyades a essayé de tendre l'empire musulman à l'est comme à l'ouest. Et ce qui a fait que les musulmans sont arrivés en Afrique du Nord, ils ont même traversé la mer Méditerranée, ils ont occupé l'Espagne, ils ont installé un califat à Cordoue, et ils sont même entrés en France. Charles Martel les a stoppés à Poitiers. En plus, on a fait la reconquête, ce qu'on a appelé la Reconquista. On a bouté les musulmans hors d'Espagne, et puis les musulmans sont restés juste en Afrique du Nord. Après cela, peu après, nous avons connu les croisades. Les croisades, c'était à la fin vers le Xe siècle. C'était sur l'instigation du pape. Il y avait le roi de l'Europe, le roi européen, organisé des troupes, mobilisé des troupes armées pour aller conquérir la Terre Sainte. À cette époque, la Terre Sainte était entre les mains des musulmans, notamment des Turcs seldjoukides. Et avec les croisades, il y avait des rivalités. Les Européens allaient combattre les Arabes chez eux. Et il y avait des moments où Saladin, qui était un prince arabe, faisait la contre-attaque. Donc vous comprenez que les Européens, donc les chrétiens d'Europe et les musulmans du Proche-Orient vivaient à couteau tiré. Et c'est dans ce contexte que nous arrivons en l'an 1453. 1453, c'était le point de passage entre le Moyen-Âge et le temps moderne. C'était une année qui a marqué la fin du Moyen-Âge. Mais quel était cet événement ayant marqué la fin du Moyen-Âge? C'était la prise de Constantinople par les Turcs ottomans. Les Turcs ottomans, lorsqu'ils sont venus prendre Constantinople, qui était la capitale de l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle l'Empire byzantin, c'était fini l'ère romaine. Maintenant, ils ont débaptisé ce Constantinople, ils l'ont appelé Istanbul. Et ils ont balayé l'Empire byzantin pour installer l'Empire ottoman. Désormais, les musulmans occupaient l'Est méditerranéen. Ils contrôlaient aussi le canal de Suez, mais à l'époque, le canal de Suez n'était pas encore construit. Mais c'était le passage, l'isthme de Suez, où on passait par la mer Rouge pour aller en Inde. Ce qui faisait que pour les Européens, ça devenait difficile d'aller en Inde. Il n'y avait plus de voie d'accès. Sur ce, mais comme le commerce avec les Indes était crucial, il fallait trouver d'autres moyens, d'autres alternatives. Et quelles ont été les alternatives? Il y a eu 3 stratégies qui ont été montées pour essayer de résoudre ce problème. La première stratégie, c'était les Espagnols qui pensaient, à cette époque, avec des découvertes, on a découvert que la Terre était ronde. Donc, le principe de la rotondité de la Terre. On trouvait que les Espagnols avaient dit, il suffit d'aller à l'ouest. Vous allez à l'ouest, vous ferez le tour de la planète et vous finirez par arriver aux Indes et sans passer par la mer Méditerranée. Et les Européens, les Espagnols ont commencé à prendre cette route. Mais les Portugais n'étaient pas de cet avis. Les Portugais trouvaient que c'était trop long et puis ça leur coûtait énormément de temps. Ils ont trouvé qu'il fallait juste contourner l'Afrique. Pour éviter la Méditerranée, vous contournez l'Afrique. Comme ça, quand vous contournez l'Afrique, vous allez déboucher sur l'océan Indien et aller directement aux Indes sans passer par la mer Rouge, l'Est méditerranéen. Mais l'autre raison qui faisait à ce que les autres Européens puissent contourner l'Afrique, ce n'était pas pour aller en Inde, mais c'était pour aller retrouver le royaume du prêtre Jean. Le prêtre Jean, à l'époque de Jésus-Christ, la tradition raconte que l'un de ses disciples, c'était un prêtre qu'on appelait Jean, qui s'était installé, qui avait établi son royaume à la corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est, dans la région où se trouve actuellement l'Éthiopie, le Djibouti, peut-être la Somalie, le Nord-Soudan, quelque chose comme ça, dans cette corne-là, l'Érythrée, dans cette partie-là. Et les Européens savaient qu'il y avait un royaume du prêtre Jean qui était un royaume chrétien. Vous comprenez, avec les conflits de civilisation, l'islam qui s'affrontait au christianisme, il fallait nouer des alliances. Les Européens voulaient retrouver ce royaume-là. Comme ça, ils allaient conclure une alliance avec le prêtre Jean pour attaquer le musulman à partir de l'Afrique. Donc, dans ces cas, les Européens attaqueraient à partir de l'Europe, une autre partie attaquerait à partir de l'Afrique, et ils pourront prendre les Turcs à Tenaille et libérer cette partie
pour répandre leur commerce via la Méditerranée. Pour ce faire, il faut aussi signaler un fait important, cela aura des conséquences. Les Espagnols, quand ils prenaient la mer, ils allaient directement en haute mer, ils essayaient de traverser l'océan Atlantique. Ils pensaient que l'Inde se trouvait juste derrière l'océan Atlantique. Mais les Portugais ne voulaient pas beaucoup s'aventurer en haute mer. Ils faisaient ce qu'on appelle du cabotage. Caboter signifie naviguer juste sur la côte. Au lieu de se perdre, au lieu d'aller loin, ils voulaient s'assurer qu'ils étaient près de la côte. Ça leur permettait juste de contourner l'Afrique et d'aller. La deuxième raison, c'était pour des raisons de ravitaillement. Vous savez, un voyage en mer, surtout lorsque vous quittez l'Europe, vous contournez l'Afrique pour aller aux Indes, ça pourrait vous prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est un long voyage. Qui dit long voyage dit épuisement des ressources. Donc, ils auraient besoin d'eau, ils auraient besoin de nourriture. Sur ce, il ne faut pas s'aventurer loin de la côte, il faut rester tout près de la côte. Dès que le besoin se fait sentir, dès que le stock s'épuise, ils accostent, ils échangent avec le peuple qui se trouve juste à la côte, et puis ils se ravitaillent en eau et en nourriture. C'est voilà comme ça, dans l'un de ces escales, que un Portugais du nom du Diego Cao est arrivé à l'embouchure du fleuve Congo. Ouvrons une parenthèse. Au début, nous avons dit que l'Africain se sent toujours complexé devant les autres peuples. L'Africain se comporte comme s'il n'avait pas de droits, comme s'il est inférieur à tout le monde. Je l'ai dit. Et ce n'est un secret pour personne, ça se voit. Lorsqu'un Indien arrive, il se sent toujours supérieur en Afrique et l'Africain est déjà couché devant un Indien. L'Africain est couché devant un Libanais, l'Africain est couché devant un Chinois, l'Africain est couché devant un Européen. C'est un complexe d'infériorité, une sorte de maladie. C'est vraiment une maladie psychologique qui fait que l'Africain ne se sente pas égal ou supérieur aux autres, simplement parce qu'il est beaucoup plus ridiculisé, il est beaucoup plus rabaissé. Et le symbole, pourquoi vous cherchez une preuve? Est-ce que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo pour nous? Est-ce que c'est Diego Cao qui est venu nous apprendre que c'est ça l'embouchure du fleuve Congo? Quand Diego Cao arrive, il trouvait déjà, il avait tout un tribu, il avait déjà nos ancêtres habitaient à cet endroit. Il connaissait l'embouchure. Même s'il ne l'appelait pas embouchure, il l'appelait par d'autres noms, mais il savait que c'était le Nzadi qui jetait ses eaux dans l'océan. Donc, ce sont eux qui devaient apprendre à Diego Cao que c'est notre Nzadi, ça vient de l'Afrique, de la terre profonde, et ça jette par ici. Mais comme l'Africain se sent toujours inférieur, même lorsque vous connaissez quelque chose, il se laisse complètement réviser ses connaissances par l'apport des autres. Nous n'écrivons jamais notre propre histoire. Il a fallu que Placide Tempels vienne écrire la philosophie bantou, alors que nous, on restait là, c'était notre coutume, et que nos ancêtres du Katanga ou Placide Tempels a mené ses recherches, devaient lui enseigner la philosophie bantou, c'est quoi? Mais nous connaissons la philosophie bantou grâce aux travaux de Placide Tempels. Et voilà aussi, on nous dit encore que nous connaissons l'embouchure du fleuve Congo grâce à Diego Cao. C'est vraiment une insulte à l'intelligence des Africains. Mais les Africains ne revendiquent même pas cette dignité parce que chez eux, ils croient que bon, c'est dans l'ordre naturel des choses. Nous ne connaissons rien. Pour que nous connaissions quelque chose, il faut que l'homme blanc vienne nous l'apprendre. Voilà ce qu'on appelle les traces même de la domination, les traces même du complexe d'infériorité, les traces même de l'esclavage. L'esclavage est mental. Parenthèse fermée. Cette découverte a été faite en l'an 1482. 1482, Diego Cao découvre l'embouchure du fleuve Congo pour les Européens, pas pour nous, parce que Diego Cao n'a pas découvert cette embouchure pour mes ancêtres. C'est mes ancêtres qui avaient découvert cette embouchure et c'est mes ancêtres qui devaient apprendre à Diego Cao que c'était l'embouchure de notre Nzadi ou de notre Ebali. 10 ans plus tard, Christophe Colomb, en allant vers l'ouest, avait découvert un archipel, un ensemble d'îles que lui a appelé San Salvador. Aujourd'hui, cet archipel est reconnu sous le nom de îles Bahamas. C'était Bahamas que Christophe Colomb avait découvert.
Lui, il pensait que c'était vraiment les Indes parce que il y avait tout était différent. C'était un climat tropical avec des plantes tropicales. Et puis, les hommes qui se trouvaient là n'étaient pas des Européens. Ils n'avaient pas la peau blanche comme les Européens. On les appelait les peaux rouges et ils disaient que c'était des Indiens. Mais par après, c'est Amerigo Vespucci qui viendra confirmer, qui viendra rectifier en disant que c'est que Christophe Colomb avait découvert, ce n'était pas les Indes, mais c'est un nouveau continent. Et on l'a baptisé Amérique d'après Amerigo Vespucci. Le problème, c'était quoi? Vous voyez, le concours des circonstances a fait que les Turcs ottomans prennent Constantinople, coupent la voie des Indes par la Méditerranée. Les Européens sont obligés de contourner l'Afrique et d'aller à l'ouest. Et en contournant l'Afrique, ils commencent à découvrir un continent parce qu'au départ, les Européens ne s'intéressaient pas à l'Afrique. Ils trouvaient que c'était un continent mystérieux. Ils pensaient que ça n'avait rien à leur apporter. Ils préféraient aller aux Indes où ils trouvaient des épices. Maintenant, ils ont commencé à explorer l'Afrique, à découvrir ce que c'était l'Afrique. Entre-temps, ils ont découvert l'Amérique et ils ont trouvé que l'Amérique avait été une terre d'affaires où ils pouvaient faire des affaires. La terre était propice à la culture du tabac, à la culture du coton, à la culture de la canne à sucre, à la culture de tous les produits tropicaux et c'était beaucoup plus rentable que les Indes. Ils ont trouvé qu'au lieu de perdre du temps à aller encore en Inde, autant investir, autant cultiver ces terres-là. Et pour cultiver, ils ont réduit, puisque les Européens, c'était des capitalistes, ils ne voulaient pas se salir la main. Ils ont dit, bon, nous, on ne va pas se salir la main, nous serons des propriétaires des terres. Nous allons employer ces Indiens-là. Ils ont réduit les Indiens en esclavage, ils les ont pris pour les travaux forcés. Mais le grand problème était que les Indiens n'étaient pas résistants. D'abord, le contact entre les Indiens et les Européens avait produit des maladies. Les Européens avaient apporté des maladies, surtout vénériennes, aux Indiens. Les Indiens étaient décimés par la syphilis, par la blénorragie, et d'autres étaient épuisés par l'épuisement, beaucoup mouraient, parce que les Indiens n'étaient pas résistants. Ce qui fait que il y avait un manque à gagner. Les Européens n'arrivaient pas à tirer de grands bénéfices parce que la main-d'œuvre n'était pas très costaud, la main-d'œuvre était défaillante et qu'il fallait abandonner l'emploi des Indiens, simplement parce qu'ils n'étaient pas très forts. Mais l'autre problème, c'était que du côté espagnol, il s'est produit quelque chose qu'on a appelé la controverse de Valladolid. La controverse de Valladolid, c'était quoi? C'était pour des raisons morales. Le traitement, parce qu'il faut quand même rappeler que le contact entre les Européens et les Américains, ce n'était pas un contact doux. Hein? Surtout les Espagnols, Pizarro, Cortés, Alvaro, ils ont vraiment décimé les populations indiennes. Ce n'était pas un contrôle doux. Ils ont vraiment tué les populations et de sorte que cette cruauté a fini par indigner certains Européens eux-mêmes. Pendant que Sepúlveda soutenait la thèse que les Indiens n'étaient pas des êtres humains et qu'il était normal de les réduire en esclavage, son compatriote Las Calas, qui était moins dominicain, soutenait que non, les Indiens étaient des hommes, c'était des êtres humains, ils avaient l'esprit de Dieu et qu'on ne pouvait pas le réduire en esclavage. Il fallait les libérer. Et cette controverse a produit un débat dans lequel il fallait que quelqu'un puisse gagner. Si Sepúlveda avait raison, on continuait l'esclavage, on continuait d'utiliser les Indiens. Si Las Calas avait raison, on libérait les Indiens. Et le légat du pape qui a arbitré cette controverse a fini par conclure que les Indiens, c'était des humains, il ne fallait pas continuer à les réduire en esclavage. Mais les Espagnols ont abandonné l'emploi des Indiens. Les autres peuples ont abandonné l'emploi des Indiens simplement parce qu'ils le trouvaient peu rentable. Les Espagnols ont fini par abandonner parce qu'il y avait des raisons morales, des raisons religieuses. Tous les deux camps d'un commun accord se sont dit, vous savez, les Indiens, il faut quand même les laisser. Après tout, ils ne sont pas résistants, machin. Mais il y a un peuple très fort qu'on peut utiliser dans les travaux des champs.
Et c'était le peuple africain. Ce sont des peuples forts, robustes, résistants. Et lorsque nous les employons, ça ne fera que du bénéfice. C'est ainsi que, dans les années, parce que la controverse de Valladolid a été en 1550, c'est ainsi que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, donc dans les années 1560, 1560, 570 et consorts, on a abandonné les Indiens et on a recouru à la main-d'œuvre africaine. Généralement, le premier à se lancer dans ce jeu, bien entendu, c'était les Portugais, les Espagnols, les Hollandais. Les Français ont suivi par la suite et les Anglais ont souvent été les derniers à suivre la marche. Et comme on avait trouvé comme chaque puissance européenne avait une colonie en Amérique, quand les Portugais venaient capturer les Noirs en Afrique, ils les amenaient au Brésil. Quand les Espagnols venaient capturer le blanc et les Noirs en Afrique, ils les amenaient au Venezuela, en Colombie, dans l'isthme de Panama, donc Costa Rica, Panama, Guatemala et certaines îles, Cuba et consorts. Quand les Français venaient capturer, ils les amenaient où ça? Ils les amenaient dans les Caraïbes, en Martinique, Guadeloupe, en Guyane française, et puis en Haïti. Quand les Anglais venaient capturer, ils les amenaient dans leur West Indies, donc les îles britanniques, c'est Bahamas, Porto Rico c'était espagnol, et puis dans les colonies du continent américain, donc ceux qui sont devenus aujourd'hui les États-Unis. C'est ainsi que en 1619, une navire hollandaise avait déposé la première cargaison de Noirs en Amérique. C'était 20 nègres qui ont été déposés à Jamestown. Jamestown, c'était une bourgade américaine, donc une bourgade anglaise, puisque à l'époque c'était les Anglais, dans la colonie de Virginie. Et de 1619, c'était le premier lot. D'autres Africains seront déportés, seront amenés, et puis le nombre d'Africains, le nombre de nègres en Amérique va augmenter. Et cette situation a persisté jusque lorsque les premiers Africains qui sont arrivés, il faut mentionner une chose. L'esclavage n'a pas commencé directement en Amérique. Dans la partie portugaise, dans la partie espagnole, les Noirs étaient directement réduits en esclavage. Mais en Amérique, les Anglais, chez les Anglais, donc dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis, les premiers Noirs n'étaient pas automatiquement des esclaves. Ils occupaient un statut qu'on appelle indentured servant. Indentured servant, c'est qui? Indentured servant, c'était toute personne qui venaient en Amérique. Parce qu'en Amérique, il y avait des propriétaires des terres. C'était des colons, le maître blanc là. Ils étaient propriétaires des terres. C'est eux qui organisaient les plantations. Et les gens qui arrivaient, ils entraient à leur service. Ils signaient un contrat. C'est comme ici, on dit un service militaire. Généralement, c'était un contrat de 5 à 7 ans. Pendant les 5 et 7 ans, vous qui n'avez pas beaucoup de ressources, vous allez travailler pour le compte de ce planteur-là, de ce propriétaire des terres. Et dès que le temps s'écoule, les 5 ans s'achèvent, les 7 ans selon votre contrat, vous êtes libéré. Mais pendant ces temps, il vous paye. Mais le grand problème est que pendant les 5 ans, pendant les 7 ans, pendant que vous êtes encore sous contrat, vous n'avez pas le droit de fuir. Vous n'avez pas le droit d'aller travailler chez quelqu'un d'autre. Vous êtes obligé de travailler jusqu'à ce que votre contrat va expirer. Mais l'avantage, c'est qu'il vous paye. Et les indentured servants, il en avait de toutes les couleurs. Les Blancs, les Européens, les Anglais, les Français, toute personne qui n'avait pas beaucoup de ressources, qui arrivait en Amérique et qui voulait avoir un peu d'argent, ils entraient au service d'un planteur. C'est comme aussi les Noirs, ils travaillaient et on les payait. Mais cela s'est passé de 1619 à 1661, 1661, quand la colonie de Virginie a passé une loi disant que pour le reste, pour tout le monde, les indentured servants, que vous soyez anglais, vous soyez français, italien,
Donc, si vous arrivez à échéance et que votre contrat arrive à terme, si vous voulez partir, vous partez, vous allez ouvrir votre plantation là où vous voulez. Mais si vous trouvez que vous n'avez pas encore de ressources et que vous voulez renouveler le contrat, vous renouvelez le contrat. Libre à vous de partir ou de rester. Mais pour les Noirs, vous n'allez plus partir. Vous resterez là à vie. Vous êtes servant à vie. Vous ne pourrez pas partir, vous resterez là. Donc cela veut dire que c'était déjà le premier traumatisme. Comment se fait-il que le noir qui vient, il travaille, il a des ressources, il ne peut pas s'installer à son propre compte, il doit rester à vie en train de travailler pour un maître. Là, c'était encore sympa puisqu'on peut dire, bon, après tout, il travaillait à vie, mais il était quand même payé. 2 ans plus tard, c'est maintenant l'État du Maryland. L'État du Maryland qui viendra maintenant instituer une loi, faire passer une loi disant que pour les Noirs, les indentured servants noirs, il est transformé carrément en esclaves. Ils n'étaient plus indentured servants, mais c'était des esclaves tout court. Cela veut dire que à partir de 1663, les Noirs qui étaient amenés en Amérique n'étaient plus payés. Ils n'avaient plus de droits, ils étaient des esclaves. Et qui dit esclave dit une propriété, un bien, un objet qui appartient à un maître. Dans quelles conditions s'est passée cette situation? Comment est-ce que le noir était capturé en Afrique? Comment est-ce que le noir était amené en Europe? Et comment est-ce qu'il vivait? Et pour s'en aller, nous prenons une petite pause simplement pour démontrer dans quelles conditions cela se passait. Je considérai ensuite les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé, qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 3. Je vis tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors je vis de méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce que sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal. Ecclésiaste chapitre 8, versets 9 à 11. Très bien. Revenons maintenant en Afrique pour voir comment ça s'est passé. Et d'emblée, j'aimerais souligner un point, parce que nous sommes en train de rechercher comment, nous étudions comment et pourquoi l'Africain a intériorisé ce réflexe d'infériorité, ces complexes d'infériorité, cet esprit maladif de se sentir toujours inférieur, faible, complexé devant les gens. C'est simplement en raison du traitement qu'il a subi. Je vous rappelle que le contact entre, vous savez,
Pendant très longtemps, chacun vivait dans son milieu, mais il y a toujours, au cours de l'histoire, il y a toujours des contacts entre les peuples, entre les populations. Le contact entre l'Africain et les autres peuples n'a pas été de bons contacts. Ça a été des contacts malheureux. Je commence d'abord par rappeler le contact, comment ça s'est passé le contact entre les négro-africains et les Arabes. Quand les Arabes sont venus, ils sont venus d'abord liquider les royaumes africains qu'ils ont trouvés. Le royaume du Ghana, ils l'ont liquidé. Ce sont les Almoravides qui ont liquidé le royaume du Ghana et ils ont converti de force les Africains à l'islam. Donc cela veut dire que le contact, il fallait que les Africains perdent leur identité. Déjà lorsque les gens viennent liquider votre royaume, lorsque les gens viennent vous convertir de force, c'est qu'ils ont pris une domination sur vous. Si les gens vous ont dominé, c'est que vous êtes sous leurs bottes, sous leurs pieds. C'était déjà ça le premier contact. Et l'autre contact, c'est le contact de l'Africain avec l'homme blanc, avec l'Européen. C'était un contact qui a des stigmates jusqu'aujourd'hui parce que ça a produit tout un ensemble d'états d'esprit qui fait que l'Africain se sent toujours très faible par rapport à l'Européen. Comment ça s'est passé pour voir quelles ont été les cruautés qui ont accompagné ces contacts? Prenons une famille moderne, une famille modèle, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a un papa qui a 30 ans, une maman qui a 28 ans, leur fils aîné a 15 ans, et la petite, donc la fille cadette ou la Benjamine a 14 ans. Dans une famille de 4 personnes, papa, maman et 2 enfants. Le papa s'appelle Bouendoa, il est chasseur. La maman s'appelle Mujinga, elle est cultivatrice. Le fils aîné s'appelle Maboso, il est tireur de vin de palme. Et la fille s'appelle Luzolo, elle fait généralement les chants, mais c'était son jour de mariage. Le matin, la petite famille se réveille, prend le petit déjeuner, et puis comme c'est le jour du mariage, c'est un grand jour pour eux, c'est un jour de joie, c'est la fête, vous pouvez imaginer que tout le monde est content, et tout le monde se donne à cœur joie, on mobilise les cousins, on mobilise les gens du village, parce que la fille va se marier, et il faut préparer quelque chose. Le papa va à la forêt pour aller capturer un gibier qu'on va préparer pendant la fête. La maman va au champ pour déterrer les cossettes de manioc qu'on va préparer, et l'aîné, donc le garçon, va aussi en brousse tirer le vin de palme qu'on boira pendant la fête et que la fille, comme c'est sa journée, elle est mise en quarantaine par un groupe d'autres femmes. Vous savez, comme ça se passe en Afrique et partout dans le monde, le jour où la fille se marie, on la cache d'abord, on la maquille, on la fait belle, on lui tresse les cheveux, on la prépare à rencontrer son épouse. Et puis, on se donne rendez-vous le soir. Ça sera une fête grandiose. Tout le monde est content. On a distribué les invitations. Donc, on a appelé, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas. C'était des invitations verbales. Et on a appelé les gens. Les gens viendront d'autres villages. Donc, c'est un grand jour. Et quelque part, à 10 heures, à 13 heures, je ne sais pas moi, à 11 heures, les négriers arrivent. Et quand les négriers arrivent, ils ne font pas de quartier, ils ne font pas de détails. Ils capturent le papa dans la forêt, là où il chassait son gibier. Ils capturent la maman dans son champ, là où elle déterrait ses cossettes de manioc. Ils capturent le garçon du haut de son palmier, là où il était grimpé sur le palmier en train de tirer le vin. Ils capturent la fille qui était en quarantaine quelque part, en train d'attendre l'arrivée de son époux. Et du coup, essayez de vous rendre compte que le matin, c'était une famille heureuse, une famille unie. Chacun était parti vaquer à ses occupations pour se retrouver le soir et fêter le mariage d'une des leurs. Et à partir de ce temps-là, ils ne sont plus une famille. Le papa n'est plus papa, la maman n'est plus maman, l'enfant n'est plus le fils aîné, ni la fille cadette. Ce sont des esclaves. On vous prend, on ne vous laisse même pas le temps de revenir se retrouver en famille pour se dire au revoir. On n'a pas le temps de vous laisser cela. Vous n'avez commis aucune infraction, ce n'est pas la police qui vient vous arrêter pour un crime, mais
quelqu'un, vous n'avez cherché de problème à personne, vous n'avez rien cherché, et on vient, on vous prend simplement parce que les gens sont plus forts, on vous signifie que vous n'avez plus votre liberté et que désormais vous appartenez à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous aviez une dette à payer? Est-ce que vous aviez une créance à recouvrer? À recouvrer? Est-ce que vous avez un médicament à prendre? Est-ce que vous avez une assistance à prêter à quelqu'un? Est-ce que vous avez quelque chose à faire à la maison? Vous avez oublié quelque chose à la maison qu'il fallait récupérer? Ça ne compte pas. Et ce n'est même pas le problème de ceux qui vous ont capturé. Les négriers, dès qu'ils vous prennent, ils vous enchaînent. Et le matin, vous étiez une famille, vous étiez papa. Le soir, vous vous retrouvez dans un entrepôt à côté du port en attente d'être embarqué dans un bateau négrier. Vous vous retrouvez là-bas, chacun de son côté. Le papa n'est plus, la maman n'est plus, vous êtes tous des esclaves. Voyez le traumatisme. Premièrement, quelqu'un qui vient, il prend votre liberté et le piétine. Il ne vous laisse même pas le temps de revoir votre femme. Il ne vous laisse même pas le temps d'aller marier votre fille. C'est son jour de mariage. Il ne vous laisse même pas le temps de dire au revoir à vos enfants. Il ne vous laisse même pas le temps d'aller dire au revoir à vos frères. Parce que même les frères que vous avez laissés, s'ils ont la malchance, vous allez tous vous retrouver au port en train d'attendre l'embarquement, bâillonnés, pieds et poings liés, qu'on sort. Pour rien. Donc, on a mené une chasse à l'homme noir comme on mène une chasse à un animal. Et voilà pourquoi moi je dis c'était un statut d'animal. Le rapport entre le blanc et le noir, à partir de là, ont été établis à la verticale. C'était un rapport de domination, comme on a dit, un rapport d'oppression, comme nous avons écouté dans la chanson, nous avons écouté le passage biblique qui dit que c'est l'oppression, c'est la domination, l'écrasement. L'homme blanc, le maître blanc, s'est arrangé de façon à ce que le rapport soit à la verticale et qu'il y ait un clivage, un fossé. Lui trône au-dessus, il doit être vu comme un maître, c'est comme le Dieu Tout-Puissant. Il a le droit de tout faire à ses nègres et que le nègre doit se coucher, le nègre doit se sentir comme si c'était une proie devant le blanc qui est prédateur. Donc, déjà, on a gravé la peur, on a gravé le gêne, on a gravé le complexe d'infériorité dès le premier contact. Dès qu'on vous capture, on vous fait comprendre que vous n'êtes plus vous-même et que vous êtes une propriété d'autrui. De là, on les amène en Amérique. Là, on vous amène en Amérique, le papa est là, enchaîné, généralement dans la cale, vous êtes entassés, il y a peut-être 200 personnes qu'on amène en Amérique, vous êtes mal nourris, parfois on vous fait ramer, si vous tombez malade et que vous mourrez, on vous jette carrément, on vous balance à la mer, les requins vous bouffent, le poisson vous bouffe, ce n'est même pas une perte. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont simplement à regretter qu'il y a une marchandise qu'ils allaient vendre qui est perdue, mais ils vont regretter une personne humaine parce que les esclaves n'étaient pas considérés comme des personnes humaines. Vous arrivez en Amérique, on vous étale comme nous étalons de la marchandise. On vous monte sur une tribune et les négociants viennent crier, ils viennent louer la marchandise. Voilà, c'est du bon prix. Voilà ce nègre, il a du muscle, c'est un pur cheval blanc, un cheval pur. Voilà, c'est la force. Voilà ses muscles. Celui-ci, voilà celui-là. On vous loue, on est en train de vous vendre comme on vend de la marchandise. Et qu'est-ce qui va arriver? Le papa, on l'achète, on l'amène dans la colonie de Virginie. La maman, on l'achète, on l'amène où ça? En Géorgie. Le fils aîné, on l'achète, on l'amène en Caroline du Nord. Et la fille, on l'amène en Caroline du Sud. Premièrement, essayez de vous rendre compte que c'était une famille unie. Mais à partir de là, ils sont en train d'être séparés. On vous sépare des forces. Et dès ce moment, peut-être si, donc c'était la dernière fois qu'on se voit. C'était la dernière fois pour la fille de voir sa maman, de voir son papa, de voir son frère. Et idem pour le papa, de voir sa femme, de voir son enfant et de voir sa fille, son garçon. Donc, voyez un peu le traumatisme.
Toute personne a droit à avoir une famille. Lorsque vous êtes parent, vous avez droit d'avoir vos enfants à côté de vous. Les enfants vont partir en mariage, mais vous restez tout de même une famille. Mais là, on vous sépare sans espoir de vous retrouver parce que vous allez dans des domaines différents et que chacun va se retrouver dans un environnement différent et on vous force de vous oublier. Premièrement, dites-moi, la fille qu'on a amenée en Géorgie, parce que le maître, c'est le propriétaire. Vous n'êtes plus, lorsque vous allez chez votre maître, vous n'êtes plus un membre de sa famille, non. Vous êtes sa propriété. De même que pour le papa Bouendoa, de même qu'il avait une femme, on l'a séparé de sa femme. Alors que les négriers qui sont venus, ce sont eux qui nous ont apporté la Bible. Et la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni par un lien de mariage. Essayez de vous rendre compte que Papa Bouendoa et Maman Mujinga, ils étaient mariés. Ils vivaient très bien leur vie, avec les hauts et des bas, avec des problèmes, ça ne manque pas, mais ils vivaient comme un couple. Et que la Bible dit que le mariage, c'est pour la vie et que personne ne vient les séparer. Mais en vertu de quoi? Simplement parce que vous êtes puissants, parce que ce sont des animaux, parce que ce sont des gens faibles et que nous devons maintenir des rapports de domination, d'écrasement. Vous venez vous séparer un couple. Et la maman, là où elle est partie, on va lui donner un autre homme, il va se marier de force, il oublie sa famille africaine. Directement, on coupe les liens entre l'Afrique et elle. Donc, toute sa vie qu'elle avait avant, les enfants qu'elle avait, le mari qu'elle avait, elle oublie, ça ne compte pas. Donc, des gens qui ne sont pas morts, mais que vous devez complètement oublier parce qu'ils ne reviendront plus dans votre vie. Simplement contre votre volonté. De deux. Dès qu'ils arrivent, l'autre problème c'est quoi? On vous force d'accepter de changer de nom. Désormais, vous n'êtes plus Bouendoa, vous n'êtes plus Mujinga, vous n'êtes plus Maboso, vous n'êtes plus Matondo, vous êtes Pedro, vous êtes Carlos, vous êtes Stéphane, vous êtes Durand, vous êtes Dupont, vous êtes Smith, vous êtes Erickson, vous êtes Davidson, vous êtes, je ne sais pas moi qui, Bernard, tout cela. Simplement pour effacer les traces. On ne veut pas que vous portiez quelque chose d'Afrique. Donc, dès qu'on vous a capturé comme esclave, on vous a obligé d'abandonner tout ce qui est africain. Vous ne gardez que la peau. Et vous perdez même votre sérénité. Vous devenez comme si vous ne comptiez plus, comme si vous n'existiez plus. Vous êtes juste un objet, un pion que votre maître peut manipuler à sa guise. On vous demande, on vous interdit de parler votre langue. La langue africaine, le Kikongo, le Lingala, le Chuluba, le Swahili, on vous dit plus question. Si vous êtes dans une colonie portugaise, vous parlez portugais. Si vous êtes dans une colonie espagnole, vous parlez espagnol. Si vous êtes dans une colonie française, vous parlez français et anglais. Ensuite, on vous empêche de pratiquer vos cultes que vous pratiquez en Afrique. Et pour vous montrer que le rapport est à la verticale et que vous êtes en bas de l'échelle, vous êtes des objets, et pour maintenir que vous êtes des objets, on vous fait subir toutes les cruautés pour vous montrer. Vous voyez, essayez un peu de vous rendre compte. Pour un oui ou pour un non, on vous châtie sévèrement, on vous humilie. Vous devez savoir que les Noirs, même parmi les gens faibles, ils ont toujours des modèles. Ils ont toujours une petite dignité qu'ils essayent de préserver. Mais que va faire le maître blanc? Pour montrer sa supériorité, pour montrer que c'est lui le maître et que les autres doivent trembler à sa présence, il vous impose parfois des corvées difficiles à réaliser. Simplement, dans quel esprit? Lui-même, il sait. Il peut vous dire, bon, écoute, aujourd'hui, tu vas cultiver 1 hectare. Il sait très bien que ce n'est pas possible pour un être humain de cultiver 1 hectare en un jour, alors que l'agriculture à cette époque n'était pas mécanisée. Même lui-même n'y arriverait pas. Mais pourquoi il l'impose? Il ne l'impose pas parce que le nègre saura, mais il l'impose simplement parce qu'il a besoin que le noir n'arrive pas à cultiver 1 hectare et qu'il lui inflige la punition pour montrer que c'est lui le chef et que c'est lui le maître qui domine. Et c'est comme ça que la vie a été rythmée au coup des chicottes.
pour un rien, pour oui, on chicotait. Ce qui a fait que les Noirs avaient cultivé une peur bleue. Pour le Noir, la vue de son maître blanc, c'était comme s'il voyait un lion. C'était donc, il s'est complètement effacé, il s'est complètement couché, il n'avait plus de volonté, il n'avait plus de personnalité. Donc cela veut dire que tout ce que le maître voulait lui faire, il le ferait. Le rapport était bien établi. Dès le départ déjà, les Noirs qui arrivaient en Amérique, ils étaient soumis à un rapport de force disproportionné, un rapport de force basé sur la verticalité, c'était le blanc qui dominait. Et on leur faisait savoir que c'était des objets. L'autre objet, c'était quoi? Essayez un peu de vous rendre compte que le maître pouvait vous vendre à tout moment. Vous ne comptiez pas. Là, on vous a pris, vous étiez marié, on a dissous votre mariage. On a vendu votre femme à un autre maître, on vous a vendu à un autre maître. Là où vous allez, vous avez quand même pu rencontrer, vous avez refondé une autre famille parce que vous avez trouvé une autre esclave avec qui vous êtes marié et vous avez fait des enfants. Mais même si vous faites des enfants, ce n'est pas vos enfants, vous êtes des propriétés, c'est comme du bétail. On a acheté une chèvre, la chèvre a mis bas, et la chèvre a donné des petits. Ces petits-là n'appartiennent pas à la chèvre. Le petit appartient au maître, au berger. Donc cela veut dire que si le maître blanc a une dette et qu'il n'a pas de quoi payer, il peut vous prendre, il peut vous vendre. S'il a besoin de se faire un peu d'argent, il peut vous vendre. Comme ça, un esclave pouvait changer de main de propriétaire plusieurs fois. Il suffisait que le maître puisse faire des affaires, il vous vend. Donc, vous ne comptez pas. Et si le maître trouve qu'il avait le droit de vie et de mort, il trouve que vous êtes un esclave fainéant, vous êtes un esclave improductif, et que si votre tête ne l'arrangeait pas, il pouvait vous tuer. Personne n'allait l'arrêter parce que le maître blanc avait le droit de vie et de mort sur ses esclaves. Il pouvait vous tuer, rien ne lui arriverait. Il pouvait tout lui infliger. C'était un rapport d'humain à Dieu, de Dieu à l'humain, simplement. Parce que Dieu fait de nous tout ce qu'il veut, parce qu'il est bon, il est souverain. Mais le maître blanc aussi faisait de son esclave tout ce qu'il voulait, rien sans craindre de représailles. Voilà les conditions dans lesquelles c'était. L'autre traumatisme, c'était quoi? Un esclave ne pouvait jamais toucher à la femme du maître, à la femme blanche. Mais le maître avait le droit d'abuser de toutes les femmes négresses qui se trouvaient là. Et si par aventure, l'une d'elles ou toutes les femmes tombaient enceintes et donnaient naissance à des enfants, il régnait ses enfants. Voilà pourquoi c'est resté un peu dans la mentalité. Au Brésil, tous les métis sont catégorisés comme étant des gens de la race blanche. Mais en Amérique, dans la plupart des cas, vous allez voir les Noirs américains ont la peau très claire. Si vous essayez de bien voir, ce sont les descendants d'esclaves qui ont eu des enfants avec leur maître. Mais pourquoi on ne le compte pas parmi les blancs? Parce que le blanc ne voulait pas mêler son sang avec le noir, même si c'était lui l'auteur de la grossesse. Ce qui faisait que il vous fait un enfant, il vous abandonne avec votre enfant et votre enfant est catégorisé comme une personne de la race noire. Et c'est ça la blessure qu'ont souvent les Américains noirs. Vous allez voir, beaucoup d'Américains sont des métis. Les Barack Obama, même si c'était un Kenyan, mais pourquoi on l'appelle noir alors qu'il a la moitié du sang blanc? Il est 50% blanc, mais pourquoi on l'appelle noir? Simplement parce que chez les Américains, chez le maître blanc, il ne fallait pas, on n'était pas logé à la même enseigne et on ne pouvait pas avoir ensemble le maître blanc et l'esclave ensemble. Donc, ça ne pouvait pas se mélanger. Même si pour assouvir leur libido, ils pouvaient aller vers leurs esclaves, mais dès qu'ils commettaient leur forfaiture, ils faisaient comme si c'était des saints. Ils ne pouvaient pas se salir, ils ne pouvaient pas mélanger leur sang, et puis ils abandonnaient comme ça. C'était le traumatisme. L'homme africain a vécu avec ces traumatismes au point d'être déstructuré. Voilà le début
de cet état de montée, cet état mental, de cet esclavage mental, ce qui fait que l'Africain est toujours complexé devant le blanc. L'Africain ne se sent jamais l'égal du blanc puisque le rapport de force sont établis à la verticale et que lui se trouve en bas, son maître se trouve en haut. Voici la première partie qui s'achève. Nous allons continuer, nous allons voir ce que va produire, que ce traitement inhumain, ce que ça va produire chez les Africains, ce que ça va produire, comment les Africains vont réagir dans la deuxième partie. Les trois nègres, la philosophie de Mopanga Boyokani. Tu sais, mon pote, je déteste ce gars-là qui forge des chaînes pour attacher les autres, mais je suis plus furax envers ceux qui leur offrent gentiment leur poignet. Parce que le méchant ne sont que des salauds qui ne pensent qu'à écrire d'horribles scénarios de vie pour les autres, et que ceux qui consentent à jouer ces malheureux rôles enterrinent leur rêve de faire de ce monde un océan de pleurs et de lamentations. Et en le voyant accepter des castings aussi cauchemardesques, je me dis toujours, mon Dieu, où trouve-t-il assez de ressources pour s'accommoder à de tels enfers?